Bonjour, je suis Catherine Laprise, directrice scientifique du Centre intersectoriel en santé durable. Bienvenue aux grandes conférences. Aujourd'hui, j'aborde le thème l'asthme et les allergies avec ce que les familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont pu nous apprendre à ce sujet durant les 20 dernières années. Bonne écoute! Aujourd'hui, ben, c'est la directrice du CISE qui vient nous parler. Moi, je pensais qu'elle allait nous parler de bateau, parce qu'elle a le vent dans les voiles. Alors, ben, vous la connaissez quand même bien, mais ça va plutôt bien de ce temps-ci quand même, tu le nieras pas. Catherine, elle vient tout juste de recevoir une chaire spéciale FRQ en santé durable, mais je pense qu'aujourd'hui, elle va nous parler beaucoup plus de son programme en asthme qui est quand même là où elle a fait ses lettres de noblesse. Alors, ben, sans plus tarder, Catherine, entertain-nous. Merci Simon pour cette belle introduction, cette belle présentation. Bonjour tout le monde, bienvenue. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de mes travaux de recherche. Ce qu'on n'a pas si souvent l'occasion de faire depuis la pandémie, mais ça recommence, alors ça c'est une bonne chose. Ça nous permet un peu de partager ce qui nous anime, puis ce pourquoi en fait, on a fait la carrière d'un professeur-chercheur et qui est à la base de toutes nos passions. Alors aujourd'hui, dans le temps qui m'est réparti, et j'espère que je vais réussir à entrer dans ça, les profs, on a de mauvaises habitudes, les étudiants sont très bons pour respecter le temps. Nous, plus on vieillit, moins on est bon. Et ça ne veut pas dire qu'on se trouve meilleur, mais on a de la difficulté à respecter le temps. Je vais essayer en 30 minutes, 40 plutôt, de vous parler des 20 dernières années, puis de ce qu'on a fait dans mon labo en recherche. Je me donne quand même un défi de taille parce qu'on est en intersectoriel et donc ça va m'obliger à essayer de vulgariser plusieurs notions. Puis en même temps, ben, on n'a pas le temps d'avoir un cours de 45 heures, fait que je vais essayer de faire le mieux que je peux, déjà pour changer ce qui n'est pas gagné d'avance, oui. Le mieux que je peux pour vous expliquer, en fait, l'historique de ce qui s'est déroulé dans mon labo et qui a été rendu possible grâce à l'implication de nombreux collaborateurs, en fait, des centaines de collaborateurs partout dans le monde, des centaines d'étudiants gradués aussi, du personnel de recherche dont j'estime environ à une douzaine jusqu'à maintenant. Et vous allez voir que tout ça, résumé en 40 minutes, ça paraît quand même assez ambitieux comme objectif, mais je pense que l'essentiel quand on est chercheur, c'est d'arriver à faire ressortir le plus grand message sans tomber dans la finesse à toutes les fois qu'on a à faire une présentation. Fait que c'est le défi que je me donne aujourd'hui. Alors, le contexte initial de mes travaux, c'est basé sur la révolution du génome humain. Alors, à la fin des années 99, il y avait une grande effervescence partout dans le monde où on arrivait à, en fait, le souhait qu'on avait, c'est d'avoir la séquence complète du génome humain. Alors, le projet était simple, c'est d'obtenir une séquence consensus du génome humain qui allait devenir la référence pour l'espèce et qui allait inspirer par la suite tous les autres projets de génomique qui ont défini la séquence de plein d'autres organismes. Tout ça pour dire que moi, j'étais postdoc à ce moment-là, et je finissais mon postdoc et l'essentiel de mes travaux s'était réalisé toujours en asthme, en allergie, en physiopathologie et mon doctorat un peu en génétique, mais ça commençait vraiment. Alors, on ciblait des gènes candidats, puis on faisait un gène à la fois. Alors, au postdoc, c'était plus ambitieux. L'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on est capable de construire un échantillon canadien-français, alors d'origine française, d'asthme, et on avait choisi l'asthme allergique. Le but étant de définir quelles sont les bases biologiques de l'asthme et de l'allergie, c'est-à-dire au niveau moléculaire, quels sont les déterminants qui font qu'une personne a plus de probabilité ou de risque d'être asthmatique ou allergique. Alors, qu'est-ce que c'est le génome? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on veut dire quand on parle de génome, c'est un petit mot qui nous vient de gènes et chromosomes. Alors, ça fait génome. Alors, c'est l'ensemble des gènes et des chromosomes que définit ce mot-là. Et ici, vous avez une représentation schématisée du génome humain qui comporte 22 autosomes, c'est-à-dire des chromosomes en paires qui sont pareils, et les chromosomes sexuels, où il y aura des régions qui sont différentes, qu'on dit hémizygotiques. Alors, le but que je m'étais fixé au postdoc, c'était de trouver dans tout ça quels sont les déterminants de santé qui peuvent protéger ou augmenter le risque de faire de l'asthme et de l'allergie.
Alors ici, ce que vous avez, c'est simple, c'est seulement pour vous donner encore des bases. Quand je me tourne comme ça, est-ce que vous m'entendez encore assez bien? Parfait. Alors ici, vous avez donc un chromosome. On ne rentrera pas dans le détail de ce que c'est, mais si on le déroule, on a une molécule d'ADN sur laquelle, en fait, la molécule d'ADN, c'est une échelle twistée. Si on la détwiste, on a les barreaux qui sont les bases et dont le code génétique, qui sont une alternance de AT-CG, dans le fond. Les A toujours face au T, les C face au G. Et moi, je voulais voir s'il y avait des différences de séquences plus fréquentes chez les asthmatiques allergiques que chez les gens qui n'avaient pas cette affection-là. L'idée aussi, c'était de voir après, est-ce que les changements qu'on va mettre en évidence vont avoir un impact sur l'ARN, qui est un peu comme ici, c'est comme si on avait le patron, et là, on avait une forme qui était plus mobile et qui servait à donner le patron pour la protéine. La protéine étant l'unité fonctionnelle qui peut agir directement dans la cellule ou des tissus plus loin, ou sur un autre mécanisme pour avoir une nouvelle protéine. Donc, tout ça dans des chaînes, dans des voies biologiques. Alors, l'idée, c'est, est-ce qu'un changement ici peut avoir un impact là, qui aura un impact fonctionnel qui serait lié à la maladie asthme-allergie? Voilà. Alors, le génome humain, ce qui nous a permis d'avoir, c'est finalement cette séquence-là en 2003 complète, où on a, comme vous voyez, un message très pertinent et très intéressant de 3,3 milliards de lettres qui suivent. Mais nous, ce qui nous intéressait après, c'est un peu comme quand on trouve le langage d'une ancienne civilisation, mais qu'on n'est pas capable de le décoder. Alors maintenant, on avait la séquence, mais il fallait comprendre comment la lire. Alors, où sont les éléments pertinents d'information? Et on continue toujours à essayer de mieux comprendre ce qu'est le génome humain et comment il s'exprime et se manifeste. Mais en fait, à ce moment-là, on avait 100% du génome complété et plus de 10 millions de polymorphismes dans les bases de données publiques. Qu'est-ce que c'est les polymorphismes? En fait, c'est les changements d'une lettre pour une autre. Si vous regardez votre voisin, bien, à un intervalle régulier sur sa séquence, il va avoir une lettre remplacée par une autre par rapport à votre génome à vous. Et dans certains cas, ça change, ça a un impact et on peut voir un impact fonctionnel ou un impact phénotypique, c'est-à-dire visuel. Par exemple, le changement de couleur de peau, la taille et ainsi de suite. Je ne tomberai pas dans de multiples exemples. Mais ce polymorphisme-là, il est très important parce qu'il sert aussi de repère lorsqu'on compare les individus les uns par rapport aux autres, un peu comme la route est balisée quand on traverse le parc des Laurentides. Alors, on les utilise beaucoup pour ça. Ici, je vous montre monogénique, polygénique. Pourquoi? Parce que l'asthme et l'allergie, ce n'est pas une maladie monogénique, c'est-à-dire où il y aura une seule mutation dans un gène qui est responsable de causer le trait, mais c'est bien une affection comme l'ensemble des maladies fréquentes, c'est-à-dire le cancer, le diabète et ainsi de suite. Ce sont des maladies qui sont causées par l'interaction de nombreux déterminants génétiques, mais aussi de l'influence de l'environnement. Et donc, pour expliquer le phénotype qu'on voit, on doit s'intéresser à plusieurs paramètres. Et ce sont un effet, en fait, additif de nombreux déterminants génétiques qui vont sous-tendre le trait ou ce qu'on observe au niveau clinique. Ici, en fait, ce que je vous représente de façon schématique, c'est simplement que l'asthme et l'allergie, ce sont des traits complexes, c'est-à-dire des traits sous l'influence de paramètres de facteurs environnementaux, mais aussi de facteurs génétiques. Et on va voir plus loin une autre notion aussi qui démontre que l'environnement va ajouter aussi des éléments sur le génome sans changer la séquence et qui vont avoir aussi un impact. Donc, c'est vraiment une question qui est complexe et des éléments qui sont multiples qu'on doit considérer quand on veut définir les déterminants génétiques et environnementaux à la base des traits complexes. Donc, nous, on s'intéresse à l'asthme. Et si les déterminants omiques sont complexes, génomiques, bien, l'asthme aussi, c'est une maladie complexe. Alors, c'est une maladie respiratoire qui est chronique et qui affecte tous les individus de tous statuts sociaux à n'importe quelle étape de leur vie. Et les symptômes et les mécanismes sont, en fait, on peut les résumer à une hyperréactivité bronchique associée à une inflammation. Et cette inflammation-là, elle est évidemment réversible, comme l'obstruction. L'asthme affecte environ 10 à 14% des individus selon les populations étudiées. Il y a au Québec 600 000 personnes asthmatiques, dont 490 000 entre 4 et 11 ans. Ce que vous voyez ici, ce sont en fait une coupe
des bronches. Alors, un individu qui respire bien, ses bronches, bien, qui ne fait pas d'asthme, ça a l'air de ça. C'est-à-dire qu'on a ici la paroi bronchique, la lumière bronchique, et vous voyez que la paille va pouvoir avoir du bubble tea, ça va passer. Alors, la lumière est belle, tandis que lorsqu'on a une bronche de personnes asthmatiques, ici, évidemment, en crise d'asthme, vous voyez qu'on a une hyperplasie, hypertrophie du muscle lisse, on a une inflammation dans la conjonctive, on aura souvent une détérioration de l'épithélium bronchique, desquamation, et les cellules gobelettes vont faire beaucoup de surfactants. Donc, vous voyez qu'on a une lumière qui est beaucoup plus petite. C'est un peu comme si on respirait ici vraiment dans une paille au lieu de respirer par nos deux narines. Alors, c'est un effort constant et les symptômes, vous les comprendrez, c'est oppression thoracique, silement, la toux et une sensation d'avoir de la difficulté à respirer. Si on regarde un petit peu plus en termes biologiques, vous avez ici, en fait, ce qu'on venait de voir juste à la précédente, c'est la représentation schématisée de ce tissu-là, mais avec les... Oups, je me suis trompée de sens. Avec les constituantes importantes biologiques qui sont impliquées dans la physiopathologie de l'asthme. Donc, vous avez ici la lumière bronchique, ici la première rangée de cellules que l'air rencontre, les cellules épithéliales, avec les cellules à mucus. Vous avez évidemment plusieurs facteurs qui vont venir agresser ce tissu-là et qui sont ce qu'on appelle, j'ai juste triggers dans ma tête, là, des éléments en fait qui vont déclencher l'asthme et dont les allergènes, ce qui nous intéresse beaucoup dans l'asthme allergique. Et vous avez les cellules inflammatoires qui sont impliquées, qui vont entrer dans une cascade d'inflammation, produire diverses cytokines, chémokines, qui vont activer à leur tour d'autres cellules et on entre dans une boucle inflammatoire ici qui va entraîner un épaississement apparent de la membrane basale causé par un dépôt de collagène et bien d'autres processus. Mais tout ça, pour vous présenter, c'est quoi l'inflammation, en gros, qui se passe lorsqu'une personne est allergique. Pour ce qui est des différences entre le sexe des individus, il y en a une dans l'asthme allergique, c'est-à-dire que chez les jeunes enfants, il y aura une prévalence plus élevée chez les garçons. Chez les adolescentes, je viens de le dire, ce sera plus les adolescentes qui auront une fréquence plus élevée, pour atteindre environ un niveau comparable à l'âge adulte. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait, nous, lorsqu'on a commencé à mettre en place notre laboratoire ici? Il faut se remettre dans la peau des connaissances qui existaient il y a 23 ans. Et aussi dans le contexte où on commençait après des grands groupes aux États-Unis et ailleurs. Alors, on a centré notre méthodologie sur la force qu'on avait dans la région ciblée, c'est-à-dire des familles avec des généalogies disponibles. Et on a recruté donc des familles originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec des membres, idéalement les 2 parents et un enfant, c'était le minimum pour répondre aux critères et être une famille. Et les familles qu'on a recrutées étaient, comme vous voyez, distribuées dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec le nombre de familles que vous avez ici. Et les biais inhérents au recrutement, des fois, on se retrouve avec 33 familles à Dolbeau-Mistassini, puis on ne comprend pas trop pourquoi, et quand on questionne, on finit par comprendre. Mais tout ça pour vous dire que même si on se donne les meilleures méthodologies possibles, il arrive qu'on ait des biais et qu'on se rende compte de ces biais-là lorsqu'on fait de telles figures à la fin de notre recrutement. Mais essentiellement, ce qui est important, c'est qu'on a recruté 1394 individus pour lesquels on a des familles et certaines d'entre elles sont multigénérationnelles. Nous avons aussi fait une étude exhaustive au niveau de l'évaluation clinique pour les participants, c'est-à-dire qu'on a fait un questionnaire standardisé, on a fait l'évaluation de la condition respiratoire et allergique pour l'ensemble des participants, pas seulement la personne allergique. Ça impliquait des tests d'allergie, des tests de fonction respiratoire, et on a aussi fait un prélèvement sanguin pour l'ADN, mais pour les mesures des IgE, les immunoglobulines E, qui sont un indice de l'asthme, de l'allergie et de l'inflammation, et les différentes cellules aussi, les pourcentages des cellules inflammatoires, c'est-à-dire les lymphocytes, les éosinophiles, les différentes cellules dans le sang, on a obtenu cette donnée-là pour tous les participants. Évidemment, je ne ferai pas le tour des 75 données que nous avons dans la table phénotypique, mais ici, vous avez les principaux phénotypes d'asthme qui nous ont intéressés et les critères qu'on a utilisés pour les définir. Ça non plus, je ne veux pas le passer de façon exhaustive, mais simplement vous dire que les critères qui ont été utilisés sont les critères qui sont reconnus et qui sont
accepté partout au niveau international pour définir ce qu'est l'asthme, ce qu'est l'allergie. Et on le fait également, cette classification-là, évidemment, pour les membres familiaux qui n'étaient pas l'asthmatique recruté au départ. Et certains d'entre eux ont été, par exemple, positifs pour ce qui est de l'hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire la sensibilité des bronches. Alors, ils étaient plus sensibles que la moyenne qu'on retrouve dans la population. Ici, c'est pour vous montrer, pour les différents phénotypes, donc la sensibilité des bronches, la présence d'asthme, d'allergie, des deux phénotypes combinés, la présence de rhinite et de dermite atopique. Et vous voyez le nombre de personnes atteintes par famille, c'est-à-dire quand il y avait au moins une personne avec ce phénotype-là, 2, 3. Donc, encore une fois, ici, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a vraiment bien défini le phénotype de nos participants. Et ça, c'est la base des travaux en génétique, de bien connaître le phénotype, d'avoir des mesures reproductibles et d'être capable, après ça, de faire des associations qui sont vraiment rigoureuses. Ici, vous avez une ligne de temps où on veut vous présenter, en fait, ce qu'on a fait avec nos familles depuis 1998 à aujourd'hui. Alors, lorsque vous avez des flèches, c'est en fait ici la création de la cohorte de 97 à la dernière phase de recrutement pour le temps zéro. Ensuite, vous avez les études de liaison qui ont été faites, les études d'association pangénomique, les études épigénomiques et différentes autres études. Tout ça pour vous dire que c'est une cohorte, donc il y a un sous-échantillon qui est suivi de façon longitudinale pour différentes études et ça nous permet d'acquérir différentes données. Et vous allez voir que ces données-là sont acquises au fur et à mesure que les technologies sont disponibles et que l'avancement des connaissances se réalise. Donc, qu'est-ce qu'on a fait d'abord au niveau de la génomique? Alors, on s'est dit, est-ce qu'on est capable de trouver les déterminants génétiques de l'asthme? Et ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on balise le génome au complet en regardant ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les variations d'une lettre pour une autre, réparties sur le génome à des espaces réguliers pour les différents individus. Alors, lorsqu'il y a des régions où c'est polymorphe, c'est-à-dire où c'est variable, bien, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme information pour tous les individus qui sont atteints et non atteints. Puis, on essaie de voir s'il y a une association pour une variation. Par exemple, l'allèle ici, lorsqu'il est présent, est-ce que j'aurai plus souvent des personnes asthmatiques que des personnes non asthmatiques? Si c'est le cas, ça veut dire que c'est associé et donc que c'est un déterminant potentiel de l'asthme ou qu'il est à proximité d'une information potentielle intéressante. Alors ici, ça nous donne des graphiques de cette nature-là. Vous avez ici les chromosomes, puis ici la force d'association. Chaque point correspond à un variant comme ça. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a contribué à une étude pangénomique internationale avec tous les groupes qui avaient fait des cohortes d'asthme. Notre cohorte a été incluse dans ces études-là. Et ici, vous avez la ligne. Alors, c'est le même graphique. Les chromosomes ici, chaque point, c'est une association. Et vous avez ici la ligne qui nous dit, quand c'est au-dessus, c'est significatif et c'est intéressant. Quand c'est en dessous, bien, ça ne passe pas le seuil de significativité qui est établi par les paramètres qu'on utilise. Alors ici, vous pouvez voir les meilleures associations qui ont été faites dans cette contribution-là. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir que ce sont des gènes qui sont tous impliqués dans l'inflammation, dans l'asthme. Alors, ce que ça nous a permis de faire, ces premières études-là, ça ne paraît pas, là, mais c'est des études qui ont pris énormément d'années, plus de 25 000 participants et énormément de budget. Mais ce que ça nous a permis de voir, d'abord, c'est que lorsqu'on étudie l'asthme, bien, on n'étudie pas une chose, mais on étudie plein de choses. Et c'est une mauvaise façon de faire que d'inclure tous les asthmatiques dans une même étude pour essayer de trouver les déterminants. Alors, ceci nous a permis de voir, d'abord, de mieux définir qu'est-ce que c'est l'asthme et quelle sorte d'asthme il y a. On peut le définir maintenant de différentes façons, soit par les paramètres qui causent l'asthme. Alors, nous, on avait décidé de faire une étude d'asthme allergique parce que l'asthme allergique, ça apparaît plutôt chez les jeunes, très tôt. Puis, on s'est dit que si c'est tôt, ça veut dire que l'implication de la génétique est plus importante que celle de l'environnement ou au moins autant. Alors, c'était la logique. Et en fait, ce que toutes les études ont permis de faire et de mettre en évidence, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une marche atopique. C'est-à-dire que les maladies à composante allergique, elles sont liées entre elles au niveau biologique dans un continuum d'expression.
Alors, des enfants qui naissent avec une dermite atopique ou de l'eczéma ont une probabilité plus élevée de faire de l'allergie alimentaire, de faire de la rhinite allergique et de faire de l'asthme, comme vous le démontre ici ce graphique-là. Donc, ici, on a été capable, avec les données génétiques, de mieux définir les différents types d'asthme. Alors, ce que vous voyez ici dans le graphique, c'est qu'en fait, on a été capable de mettre en évidence que certaines combinaisons de marqueurs biologiques ou de gènes associés permettaient de définir ce qu'était l'asthme chez l'enfant et quelle était sa nature et quelles cellules étaient plus impliquées et comment elles se manifestaient. Puis on a été capable de faire la même chose aussi pour déterminer de quoi ça avait l'air au niveau moléculaire, l'asthme chez l'adulte comparativement à l'enfant. Alors, vous voyez que toutes ces études-là en génétique ont vraiment permis de dissocier les différents types d'asthme, quelles étaient les cellules les plus importantes impliquées, les marqueurs les plus importants. Par exemple, on voit que chez l'adulte, il y a de l'asthme associé à l'obésité, qui va apparaître plus tard. Il y a de l'asthme qui est associé aux neutrophiles. Il y en a aussi qui sont de type non TH2, donc les lymphocytes TH2, c'est un globule blanc spécifique. Et vous voyez ici les TH2, c'est plus chez les enfants. Ça va être plus lié à l'allergie. Alors, vous voyez, tout ça, ça a été possible de bien distinguer ça grâce aux études génétiques qui ont été faites. Ici, si je vous mets en évidence la contribution du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce que vous avez en génétique, ce sont ici les 128 associations auxquelles on a contribué et pour lesquelles on a un seuil, c'est-à-dire on passe le seuil de significativité dans notre échantillon. Alors, c'est ce que vous avez en jaune ici. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la majorité des déterminants génétiques qu'on a mis en évidence sont associés à l'activité des lymphocytes T, des éosinophiles et à l'inflammation. Ce qui fait bien du sens avec le type d'asthme qui nous intéresse. Ce qu'on a fait par la suite avec ça, c'est qu'on a utilisé nos résultats génétiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour essayer de mettre en évidence ce qu'on appelle un index de risque polygénique. C'est-à-dire, est-ce qu'on serait capable de savoir qui sont les enfants qui ont un risque plus élevé de développer, après avoir fait de l'eczéma ou de la dermite atopique, de développer le continuum de la marche atopique qu'on a vu. Puis, est-ce que ce serait possible de faire de la prévention pour ces enfants-là, pour leur éviter justement de développer des allergies alimentaires, de la rhinite et de l'asthme, ou du moins diminuer les symptômes? Parce qu'on sait que l'allergie, bien, ça passe par la peau, d'abord par les cellules dendritiques, puis ensuite, ça va, dans une cascade biologique que je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui, se rendre au niveau des autres tissus pour développer, en fait, le phénotype atypique qu'on observe ailleurs. Donc, ce qu'on a réussi à mettre en évidence, c'est en effet un facteur de risque polygénique qui contient, si ma mémoire est bonne, 38 polymorphismes qui réussit à obtenir, ici, je ne vais pas vous expliquer le test statistique parce que ce serait peut-être compliqué, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on a un 0,9 dans notre courbe, c'est utilisé en clinique, donc ça passe le seuil clinique. Donc, on n'est pas loin avec nos données génétiques au Saguenay. Et avec 8 déterminants génétiques, on arrivait presque au même résultat qu'avec le nombre un peu plus élevé. Alors ça, pourquoi on fait ça? Pourquoi on trouve que c'est intéressant? C'est parce qu'éventuellement, ce qu'on aimerait faire, c'est, vous savez que les nouveau-nés ont une piqûre sur le talon. Alors nous, on se dit que si avec cette piqûre-là, on pouvait faire le seuil, en fait, faire notre PRS, notre Polygenic Risk Score, ou index de risque polygénique, bien, on pourrait déterminer qui sont les jeunes bébés qui ont plus de risques et à ce moment-là, avec des infirmières pivots, pouvoir aider les parents à faire le suivi pour éviter que l'eczéma s'installe, puis qu'ensuite, bien, on ait... Parce que c'est quand même assez simple à contrer. Avec une crème émolliente, on bloque l'entrée des allergènes et on peut arriver à diminuer, on prend le pari que ça amènerait une diminution des cas d'asthme sévère. Et aussi, vous me dites, bien, pourquoi tout le monde n'a pas de la crème émolliente à un bébé? Parce que c'est pas super agréable. Puis on sait bien que l'adhésion ne sera pas très gagnante si on n'a pas une raison de le faire. Et aussi, avec une photo sur un iPad, bien, lorsque la crème émolliente n'est pas suffisante, bien, on pourrait avoir des liens avec des immunoallergologues ou avec des pédiatres pour prescrire une crème avec des stéroïdes, donc de la cortisone, pour éviter que ça augmente. Par contre, je vous ai dit qu'on avait un 0,85, 0,8, puis ce qu'on veut, c'est un 0,9. Donc, on a réussi avec les génétiques à expliquer une bonne partie de la compréhension biologique de comment s'installe l'allergie et l'asthme, mais on n'a pas tout.
Donc, on s'est dit, quelle est la partie inexpliquée qui nous manque et quelles sont les hypothèses qu'on devrait prendre en premier? Alors, des parties inexpliquées qu'on a, on a évidemment, si vous vous souvenez de la chaîne que je vous ai mis, on a l'ADN, l'ARN, la protéine. Alors là, on a l'ADN. Il nous manque qu'est-ce que l'environnement va faire sur l'ADN et qu'on pourrait considérer aussi dans notre score qu'on essaie de mettre en évidence. Alors nous, il y en a d'autres, on va en parler tout à l'heure, mais le premier à lequel on s'est attaqué, en suite logique, c'est l'épigénétique. Et la marque épigénétique qui nous a intéressés, vous l'avez ici, c'est en fait l'ajout de groupements méthyl sur les cytosines dans ce qu'on appelle des îlots CPG. Là, je sais que je viens de dire plein d'affaires compliquées, fait que je vais résumer ça simplement. Dans notre ADN, on a des motifs. Hein? C'est des ATCG, mais bizarrement, c'est pas n'importe comment. On a des régions où on a beaucoup de CG, et ces régions riches en CG vont avoir une forte tendance à avoir l'ajout de groupements méthyl par l'environnement. Et l'ajout de ces groupements méthyl-là auront la conséquence de faire, en fait, que certains gènes vont être plus exprimés et d'autres moins. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder. D'abord, parce que ça ne change pas la séquence. Aussi, parce que c'est assez stable, mais ça peut aussi être réversible, c'est-à-dire qu'on peut faire l'ajout ou l'extraction de groupements méthyl. Donc, c'est intéressant. Alors, ce que je viens de vous dire ici est représenté de façon schématisée. Vous avez donc l'ADN. Et on obtient à la suite d'une protéine. Alors, l'ajout de marques de méthylation, ça peut faire que la protéine, elle sera plus exprimée ou moins exprimée. C'est d'où l'intérêt de s'y attarder. Et les déterminants environnementaux dans l'asthme, alors des paramètres qui pourraient amener des marques de méthylation ou d'autres marques épigénétiques, mais ici, on parle de celles-ci, bien, il y en a de nombreux et on les connaît. On connaît les irritants, on connaît les facteurs pro-inflammatoires et d'autres paramètres qui sont tous associés soit au développement, à l'évolution de l'asthme, à son exacerbation ou à sa, j'allais dire résistante, mais c'est pas ça, bien, en tout cas, qu'elle perdure durant toute la vie de l'individu, versus d'autres personnes qui verront leur asthme disparaître à l'adolescence, par exemple. Donc, nous, on a voulu étudier l'épigénome et on a utilisé la même technologie que pour les GWAS, c'est-à-dire, après l'avènement de cette technologie-là, on a utilisé une approche comparable pour aller mettre en évidence, justement, la distribution, la répartition de ces groupements méthyl-là sur l'ensemble du génome. Et c'est ce qu'on a fait. Et de la même manière, vous voyez que les graphiques ressemblent drôlement, c'est-à-dire que chacun des points est une association avec ici un site de méthylation. Donc, vous avez la même chose. Vous avez en abscisse les chromosomes, en ordonnée la force d'association avec la marque de méthylation. Et vous voyez que ce qui est au-dessus, c'est ce qui est significatif. Et nous, on a contribué avec notre étude à l'une des premières études d'épigénome avec une puce. Donc, ce n'était pas la séquence de la méthylation complète, mais c'était bien des marqueurs de méthylation. Et c'était avec les immunoglobulines E et les éosinophiles. Alors, tous les gènes qui ont passé le seuil étaient liés à l'activité des éosinophiles, qui sont un sous-type de globules blancs associés à l'allergie. Et nous, notre contribution a été importante parce qu'on a isolé les éosinophiles du sang de participants, puis on a refait la même puce juste sur les éosinophiles pour confirmer que ce qu'on voyait était vraiment lié à l'activité de l'éosinophile. Et ici, vous voyez dans le cercle la contribution du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la méthylation. Donc, on a permis de mettre en évidence l'association avec 68 marques de méthylation. Et c'est donc notre contribution pour cet aspect-là. Un autre aspect qu'on a, à laquelle on s'est intéressé, et rassurez-vous, ce sera le dernier. Je n'aurai pas le temps de faire mon 20 ans comme je voulais. Je vais m'arrêter ici. Il faut savoir quand s'arrêter. Les gens qui ont du tact le savent. Donc, la transcriptomique, c'est la portion ici. Alors, en théorie, si on a une variation sur notre ADN, on s'attend à ce qu'il y en ait une au niveau du transcriptome, c'est-à-dire sur l'ARN. On s'attend aussi à ce que la méthylation puisse avoir un impact sur l'ARN, c'est-à-dire sa quantité. Et tout ça, évidemment, avec l'hypothèse, encore une fois, que ça aura un impact au niveau de la protéine. Alors, le transcriptome, ce qu'on veut faire, c'est mesurer le patron d'expression des gènes. C'est souvent associé avec la génomique ou l'épigénomique. Alors, c'est là son intérêt. Alors, c'est dans une suite logique qu'on le fait.
je ne vous présente pas les résultats, seulement le résumé. Ici, on a contribué à la mise en évidence d'associations pour 137 différences d'expression, avec différentes approches, dont le patron à partir de biopsie bronchique, mais aussi à partir des études que nous avons faites du sang. Et vous voyez donc l'ensemble des déterminants. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est les déterminants qu'on a mis en évidence par les 3 approches. Donc, à la fois associés au niveau génétique avec un polymorphisme ou plusieurs, associés au niveau du méthylome, donc de la méthylation, et de la transcription. Ce que vous avez ici, c'est un beau résumé de ce à quoi on a contribué avec les familles d'asthme jusqu'à maintenant pour ces 3 types d'approches. Vous avez en bleu les déterminants qui ont été associés par 2 approches, en vert par... non, c'est pas vrai. En vert par une approche, en bleu par 2 et en rouge par 3 approches. Alors, pourquoi je vous ai mis ce schéma-là? C'est en fait, si on retourne au début de ma conférence, vous vous souvenez que je vous ai montré ici l'épithélium bronchique avec les cellules qui sont impliquées dans l'inflammation. Mais c'est pour vous montrer que tout ce qu'on a mis en évidence avec la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la littérature depuis les 20 dernières années, ça s'inscrit très bien avec la physiopatho de l'asthme, mais ça permet de comprendre quelles sont les cytokines, quelles sont les chémokines qui ont un rôle et lesquelles parmi celles-ci pourraient être des pistes aussi thérapeutiques pour le développement de nouvelles approches mieux ciblées, mais aussi quels sont les défis pour les chercheurs en fondamental ou en clinique, de comprendre comment ces données-là peuvent être maintenant traduites en information biologique réelle. Maintenant, on a des associations, on a des différences. Comment on peut arriver à transposer ça dans des études intégrées, multi-omiques, qui vont nous permettre de comprendre vraiment ce que ça veut dire. Et ici, vous voyez une tentative d'intégration de données avec différentes approches. Je vais essayer de prendre mon temps parce que ce n'est pas simple comme figure. Ici, vous avez une représentation schématisée de l'ADN dans la région. Donc, quand vous avez 1, 2, 3, c'est seulement des régions qui incluent plusieurs variants génétiques, mais qu'on en prenne un ou l'autre dans cette région-là, on va avoir la même information. C'est comme si on avait un tag SNP à quelque part là-dedans, puis que ce bloc-là, bien, c'est un bloc qui a été conservé dans la population qu'on étudie au fil des générations, puis qu'il n'y a pas eu de variations significatives qui peuvent être informatives dedans. Alors ici, dans la région considérée, vous voyez qu'il y avait 7 blocs haplotypiques. Alors c'est la même chose qu'on a remis ici, c'est juste pour fin de servir la figure, d'accord? C'est pas différent. C'est qu'on a besoin de part et d'autre pour ce qu'on veut mettre en évidence. Ici, ce sont les gènes qu'on retrouve dans ces régions-là. Alors, l'information génétique dans ces blocs-là, elle code pour ces gènes qui sont dans la région. Ce qu'on a mis en évidence, donc, c'est des associations génétiques. On a voulu mettre en évidence, est-ce que les associations génétiques avaient un lien avec l'expression et la méthylation? Donc, on a regardé l'expression, on a regardé la méthylation. Est-ce que l'expression, la méthylation étaient corrélées, ensemble? Quand c'était corrélé, bien, normalement, c'est une indication intéressante. Ça veut dire que si j'ai plus ou moins d'expression, bien, j'aurai plus ou moins de méthylation, donc ça va bien. La méthylation a un impact sur l'expression et donc possiblement sur la fonction. Puis, on a regardé aussi, est-ce que les polymorphismes associés étaient associés à l'expression? Alors ça, c'est ce qu'on a ici, et était associé à la méthylation, c'est ce qu'on a ici. Alors, ce que vous voyez, par exemple, si on prend GSDMA, qui est un des gènes dans cette région-là, c'est qu'il est associé au niveau génétique, il est corrélé pour la méthylation et l'expression, et donc, on a vraiment une intégration des 3 types de données qui nous montrent que ce gène-là, dans les lymphocytes T, parce que ce sont les données qui viennent des lymphocytes T ici, tandis qu'ici, c'est des éosinophiles, bien, c'est un candidat qui est fort intéressant, puis à lequel on devrait s'attarder pour des études fonctionnelles. Tandis qu'à ce niveau-ci, on voit bien que dans les éosinophiles, le même gène est beaucoup moins intéressant. C'était beau, mon effet sonore, trouvez-vous? Donc, en ce moment, ce qu'on a, vous voyez, c'est toutes ces données-là pour la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur l'asthme.
C'est toutes ces données-là qui sont disponibles aux chercheurs pour mettre en place des hypothèses, pour essayer de mieux comprendre, de développer des modèles mathématiques, développer des essais pharmaceutiques, développer des études fonctionnelles. Donc, on a des données génétiques, des données épigénétiques, des données de séquençage, des données sur des types de cellules particuliers, et ainsi de suite. Mais vous voyez à quel point on a une richesse de données pour ces familles asthmatiques allergiques-là au Saguenay. Le but, c'est évidemment de faire de la médecine personnalisée. Et je m'en vais à la fin parce que je ne voudrais pas terminer sans remercier mon équipe actuelle qui contribue à poursuivre ces travaux-là, à continuer d'essayer de transcrire en éléments d'information biologique pertinents toutes les données moléculaires qu'on cumule et qu'on a cumulées depuis les 20 dernières années. Je remercie particulièrement Anne-Marie Mador, qui est au centre, qui est ma professionnelle de recherche, Marie-Ève, qui travaille avec nous également comme technicienne, ici, Frédéric Gagnon-Brassard, qui est l'infirmière de recherche dévouée et dédiée à nos travaux, Anne-Marie Boucher-Lafleur, qui est également technicienne dans notre équipe, les étudiants actuels, que je nommerai pas tous, puis je remercie la population et les cliniciens, de même que tous les chercheurs qui ont travaillé avec moi pour ces travaux depuis les 20 dernières années, puis sans oublier tous les organismes subventionnaires, sans quoi il n'y a rien de tout ça qui aurait pu être construit. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de journée. Avez-vous des questions? Oui? J'ai une question sur, je pense que c'est le dernier graphique que tu as présenté. Je veux juste voir si j'ai bien compris dans ma tête. Ici. Donc, quand ça va à gauche, ça veut dire qu'il y a une corrélation avec l'expression LGEN. Et quand ça va à droite, ça veut dire que la corrélation, c'est avec la méthylation, c'est ça? En fait, c'est du EQTL. Alors, c'est comment l'association génétique a une influence sur l'expression. C'est ce côté-ci. Si c'est sur la méthylation, c'est ce côté-ci. Oui. Oui, tu as montré, tu as parlé des données épigénétiques, puis on sait qu'il n'y a pas juste la méthylation comme modification post-fonctionnelle de l'ADN. Est-ce que vous avez étudié d'autres modifications dans vos travaux? Absolument. On a regardé les micro-ARN. On a une publication là-dessus et je ne me souviens plus du nombre, mais il y avait des associations avec des micro-ARN. On a regardé aussi les variants génétiques rares, étant donné qu'on est dans une population effet fondateur, et on a aussi des associations avec des variants génétiques rares. Puis, on a un projet en ce moment avec Marie-Claude Saint-Saëns, qui est chercheur de l'unité mixte de... je ne sais pas pourquoi j'ai fait là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je regarde vraiment la personne à qui je parle, Marie-Claude. Marie-Claude dirige ce projet-là, d'ailleurs, pour lequel on vient d'avoir une subvention où on va regarder la modification des histones. Tantôt, tu parlais qu'il y a la méthylation dans les eosinophiles, puis que tu voulais intégrer ça dans les PRS. Mais est-ce qu'il y a une raison pourquoi on ne regarde pas les lymphocytes CD4? Bien, en fait, ce qu'on va intégrer dans le PRS, c'est plus les marques de méthylation du sang, comme on a fait pour la génétique. Alors, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur en m'exprimant, parce que... non. C'est parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est faire une piqûre sur le talon du bébé. Donc, ce qu'on veut ajouter dans notre index, on veut que ça puisse être mesuré aussi dans le sang, et non pas en isolant des éosinophiles, parce que pour un adulte, ça prend 200 ml de sang. Donc, on ne ferait pas ça un bébé. Fait que, on va plutôt utiliser le séquençage de méthylation qu'on a dans nos données disponibles en ce moment, mais qu'on a peu exploité, pour ne pas dire pas du tout encore. On est en train de procéder aux analyses avec différents étudiants, puis avec Anne-Marie aussi. Bonjour Catherine, bonjour tout le monde dans la salle que je ne vois pas, mais à vous entendre rire, en tout cas, je vois que vous êtes plus que 2, 3. Et ma question n'est pas du tout scientifique, Catherine, mais moi, comme tu nous as présenté le parcours de tes travaux dans les 20-25 dernières années, et que j'ai la chance de te côtoyer depuis le début, j'aimerais te demander, est-ce que moi, j'ai vu vraiment la diversification à plein d'égards de tes travaux, même si c'est toujours resté centré autour de l'asthme. Mais par rapport à quand tu as commencé, et si tu regardes ce que tu fais aujourd'hui, ce que vous faites dans ton labo, est-ce que il y a des choses, tu pourrais dire, que tu anticipais déjà à cette époque-là, puis d'autres que tu dis, mon Dieu, j'aurais jamais cru
qu'on regarderait ça sous cet angle-là, où on utiliserait ce type de données pour atteindre nos objectifs? C'est une question qui est très pertinente. Faut que j'y réfléchisse un peu, mais je te dirais qu'il y a beaucoup de choses que... le fait d'avoir commencé plus tard que d'autres groupes, ça fait qu'il y a beaucoup de choses que nous avions prévues et que je salue aujourd'hui, puis qui a été des bons choix, comme de faire des familles, d'évaluer tout le monde, incluant les non-atteints dans les familles. Fait que tout ce qui a trait plus à l'aspect clinique, je dirais que ça a bougé beaucoup moins. Puis, hormis certaines questions qu'on a regretté de ne pas avoir posées au départ, comme par exemple, avez-vous été élevé sur une ferme? Parce qu'on a su dans le temps que de naître sur une ferme laitière, ça protège pour le développement des allergies. Mais on ne le savait pas au départ. Donc, à part des petits éléments comme ça, je dirais que pour l'aspect clinique, ça a peu changé. Les guidelines en asthme n'ont pas beaucoup changé. Puis ça vient beaucoup des découvertes génétiques, ce qui a changé, puis comment on le classifie. Fait que ça, je dirais peut-être pas tant. Évidemment, comme tout le monde, j'ai été surprise de voir qu'il y avait si peu de gènes dans le génome humain. Aussi, on a basé beaucoup sur l'hypothèse au départ qu'il y aurait... Il y a un bout de temps, on avait comme des chiffres magiques en génétique, hein, on disait, dans les maladies fréquentes, il va y avoir 25 gènes majeurs, puis les autres, ça ne sera pas trop important. Fait qu'on on va arriver d'un guichet, on va mesurer si on a nos 25 gènes, puis on va savoir... ça a l'air fou de dire ça aujourd'hui, mais ça a circulé longtemps comme idée quand même dans les premières années. Il faut trouver les gènes majeurs impliqués dans les maladies fréquentes. On s'est rendu compte que finalement, bien, il y en avait beaucoup, puis leur rôle sont, somme toute, quand on les prend un par un, assez modestes dans ce qu'on voit au niveau de la maladie. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au fil de ma carrière. Aussi, où se trouve la complexité dans le génome? T'sais, les sites l'épissage alternatif, tout ça, on n'avait pas anticipé que ce serait à ce point. Les régions de TSS de régulation de l'ADN, moi, comme tu l'as si bien dit, Hélène, je suis assez âgée pour savoir qu'on a eu une époque où on pensait que les introns ne servaient à rien ou presque. Là j'exagère un peu, mais bon, alors qu'on sait maintenant à quel point c'est une partie qu'on a sous-étudiée, puis qui est essentielle, puis où on retrouve beaucoup d'informations. Fait que je te dirais que mon apprentissage s'est fait au fur et à mesure de la carrière, puis que pour ça, c'est essentiel de travailler avec les gens. Puis c'est pour ça que la pandémie a été, moi, je l'ai trouvé difficile dans ce sens-là, la période où on a eu moins d'échanges. Puis c'est quand je fais un recul sur les 25 ans de ma carrière, ça me montre à quel point c'est vraiment important de travailler avec plusieurs personnes, pas juste non plus dans ton domaine pour ta maladie, mais en génétique, en génomique, en épigénomique. En même temps, après, ça fait beaucoup de choses à suivre, fait qu'on peut un peu être étourdi. Mais ce que je te dirais, c'est que peut-être que j'avais pas tant prévu de choses que ça, mais je suis continuellement surprise par les découvertes qu'on fait dans les sciences omiques. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Puis, en tout cas, tu t'es bien adapté au fur et à mesure. Oui, je suis opportuniste. Non, c'est pas vrai. Grande qualité chez le chercheur. C'est ça. Bien, je vous remercie beaucoup de votre présence, de vos questions. Je suis contente de vous avoir vu. Puis j'espère que ça vous a intéressé. Bonne fin de journée. Moi, j'ai été formée initialement à l'Institut de cardio-pneumologie de l'hôpital Laval, anciennement l'hôpital Laval, et j'ai été mis rapidement dans un contexte interdisciplinaire où il y avait des pneumologues, des cliniciens qui travaillaient avec des pathologistes, avec des gens en microbiologie, en biologie moléculaire, dans plein de disciplines, mais on comprend qu'on est dans le multidisciplinaire et non pas dans l'intersectoriel encore. Mais j'ai rapidement été mis dans ce bain-là,
Puis j'ai rapidement apprécié avoir des contacts avec des gens qui avaient un regard différent, une perception différente, puis ça amenait à voir la problématique de recherche dans sa globalité. Après avoir eu ma chaire de recherche du Canada et l'avoir renouvelée, je regardais le milieu universitaire dans un petit établissement comme l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis je me disais de quelle façon on peut faire pour améliorer l'environnement, pour que ce soit plus facile pour les jeunes chercheurs qui arrivent en santé. Puis le bon moyen, bien, c'est un centre de recherche. C'est un effet structurant parce que ça te permet d'avoir du mentorat, d'aider les jeunes chercheurs, de pouvoir partager des ressources professionnelles ou des infrastructures. En faisant une revue, puis en regardant ce qu'on avait dans l'université, j'ai rapidement vu qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressaient à la santé, mais avec différentes lunettes, on va dire comme ça. Donc, il y a des gens qui s'intéressent à la santé en psychologie, en physiothérapie, en kinésiologie. Ça ne surprendra personne. De la même manière, en sciences fondamentales. Alors, où moi je suis, parce que nous, on s'intéresse aux bases fondamentales, aux déterminants des maladies. Par contre, il y avait des gens aussi à l'UQAC qui s'intéressaient à la santé en sciences sociales, de plus en plus. Alors, c'est plutôt la partie bien-être de l'aspect santé qui est couvert par les sciences sociales. Il y avait des gens aussi en arts qui s'intéressaient à la santé, en administration, en mathématiques, informatique. Bref, il y en a dans tous les départements. Je pense qu'il faut essayer de voir les questions avec différents angles, puis s'attaquer aux problématiques, mais avec différentes disciplines. Puis en ça, je pense qu'un centre intersectoriel, bien, ça peut répondre à cette problématique-là puis à cette question-là. La santé durable, ça se définit comme un état de santé physique, psychologique et sociale, de bien-être à toutes les étapes de la vie, avec une préoccupation pour un environnement favorable puis un accès aux ressources équitables pour les individus, puis en ayant une sensibilité particulière pour les populations en situation de vulnérabilité. Et que ça, je trouvais que c'était particulièrement approprié pour la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on a une population qui est vraiment diversifiée, qui est une population qui est aussi à proximité plus ou moins grande du centre hospitalier. Puis on n'a pas non plus de centre surspécialisé comme on retrouve dans les grands centres. Alors on a des défis qui sont différents et des défis qui, je pense, peuvent être bien servis par l'intersectorialité parce que ça nous permet de voir la problématique dans tout le continuum de la santé. À l'heure actuelle, j'ai un projet de recherche international avec la Belgique flamande. Puis, on s'intéresse à comment est-ce que les enfants sont identifiés par l'école comme ayant des problèmes d'hyperactivité puis d'inattention qui pourraient éventuellement avoir un diagnostic de TDAH. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de comprendre qu'est-ce qui pose problème. Puis, à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'émotions, de comportements puis d'attitudes des jeunes qui sont identifiés comme problématiques. Donc, moi, je m'intéresse vraiment là, à ce qui se passe avant l'identification des problèmes, puis c'est quoi la réponse sociale, scolaire et médicale qu'on fait à ces problèmes-là. On met beaucoup l'accent sur les déficits individuels pour expliquer des comportements problématiques comme l'hyperactivité, l'inattention. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que, entre autres, si on prend le cas du TDAH, c'est qu'il semble avoir quand même des faux diagnostics puis une prévalence beaucoup plus élevée que celle qu'on devrait avoir. Je pense que c'est un projet intersectoriel parce qu'on a, bien, moi je représente plus l'aspect sciences humaines sociales, puis je m'intéresse beaucoup à la sphère scolaire, mais je travaille aussi avec la sphère médicale et les troubles psychiatriques qui sont principalement mes objets de recherche, bien, ça fait partie aussi de la sphère médicale, mais il y a toute la sphère aussi privée, donc la famille, les réponses des parents, pratiques parentales qui rentrent aussi là-dedans. Il y a un mot qui est au centre de ma programmation, c'est Balzac. C'est d'abord et avant tout le projet d'un historien, Gérard Bouchard, qui venait de compléter son doctorat en France, où il avait appris une nouvelle méthodologie qui s'appelle la reconstitution automatique des familles à l'aide des registres paroissiaux. Rentré au Québec, il est devenu professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et il a entrepris de dépouiller les registres de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au fur et à mesure que le fichier se construisait, il a aussi commencé à avoir l'idée que les données du fichier pouvaient être utilisées dans le domaine de la recherche en génétique, la recherche dans le domaine médical. On est passé de travaux vraiment centrés sur la région à
l'ensemble des populations régionales du Québec. Ce qui caractérise énormément Balzac, c'est le fait que, donc, depuis les tout débuts, il est utilisé en recherche interdisciplinaire, autant par des chercheurs des sciences humaines, des historiens, sociologues, démographes, que des chercheurs en sciences biomédicales, des généticiens des populations, des épidémiologistes, des cliniciens. On peut parler d'intersectorialité peut-être avant l'heure. Et Balzac, c'est un projet qu'on commence maintenant, qui est pour moi très, très excitant parce que je pense que c'est vraiment un virage là, dans l'histoire de Balzac. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'on va passer d'un fichier de population à une infrastructure de recherche sur les populations avec ce projet-là qu'on débute. On a pensé ce projet-là en fonction de 3 demandes, si je peux dire, qu'on avait eu des chercheurs. On voit de plus en plus que justement la recherche biomédicale, la recherche génétique, oui, il y a encore beaucoup de choses qui se font avec l'approche généalogique, mais il y a aussi un intérêt, je dirais en particulier des gens en biologie évolutive, d'avoir accès aux familles complètes. On a, si je peux dire, l'armature de toute la population, l'arbre généalogique avec les mariages, et on va ajouter à ça les naissances et les décès de façon à avoir l'histoire complète des familles. Donc, ça permet de faire plus d'études, par exemple, sur la fécondité, la mortalité, la sélection. Le deuxième aspect, avec les nouveaux types de projets qu'on a, les chercheurs ont envie d'avoir une base de données où ils avaient un accès pérenne, un accès continu à la combinaison des données généalogiques et génétiques. Donc, on a fait des démarches en ce sens-là et dans le cadre de notre projet eBalzac, on va faire ça. Il y a aussi tout un volet spatial, un volet géographique au projet. On sait qu'en géographie, le développement des outils de géomatique, là, depuis quelques décennies, ça a fait ce qu'on appelle en anglais souvent un spatial turn. Là. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités du côté des études géographiques, cartographiques, spatiales qui se sont ouvertes. Et on voulait que les utilisateurs de Balzac puissent bénéficier de ça. Donc, on travaille aussi avec des collaborateurs géographes pour développer tout un volet géographique au projet. Mais on pense vraiment, encore une fois, qu'on franchit une nouvelle étape là, dans la qualité puis la quantité des outils qu'on va pouvoir offrir pour la recherche en santé ici à l'UQAC, mais Balzac est utilisé par des chercheurs du Québec, du Canada et aussi à l'international. Je suis plus rendu en intelligence artificielle appliquée, l'intelligence ambiante. En particulier, donc, c'est de mettre des capteurs dans des résidences de personnes âgées, et ainsi de suite, par rapport au vieillissement de la population, par rapport à la pénurie de main-d'œuvre qui s'en vient, tout ça comme ça. Donc, en ayant fait des mathématiques, d'abord, ça m'a permis justement tellement d'apprendre des outils, des trucs comme ça, que l'avantage que j'ai maintenant, c'est sur les autres chercheurs de mon domaine. Et souvent, c'est des gros cursus en informatique. Moi, j'ai fait complètement l'inverse, donc je suis complètement un hybride, je suis un peu un imposteur, tu sais. Mais tous les bagages avant m'ont permis justement d'arriver là, puis ça fait que je suis capable d'être très efficace rapidement à bien comprendre les problématiques et ainsi de suite. Quand l'idée du centre est arrivée, il y avait plusieurs des collègues déjà là-dedans que j'avais initié des collaborations, donc c'était un naturel aussi. Souvent, une des problématiques pour les gens, c'est la technologie dans le projet. Puis moi, c'est exactement à quoi que je peux en venir. Il y a beaucoup dans le domaine présentement, en tout cas dans le domaine, je te parlais de l'intelligence, métier à domicile, des trucs comme ça, ces technologies-là, ça s'en va, ça prend une tangente assez rapide là, par rapport tout au projet interdisciplinaire. Donc, il y a des projets de plus grande envergure, mais interdisciplinaires, avec des processus de co-construction, là, avec les intervenants, les patients participants, et ainsi de suite. C'est la force de travailler en interdisciplinaire, c'est que, tu sais, j'ai pas la prétention de connaître tout non plus. Fait que l'avantage, bien, avec des gens qui sont bons en acceptabilité sociale, dans la relation directe avec le patient, les proches aidants, dans les comités d'éthique qui ont beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, évidemment, c'est la force du nombre, là. Mon domaine d'expertise, j'en ai plusieurs, mais le principal en recherche, et c'est donc de la recherche en sciences sociales et dans le champ du travail social plus particulièrement, c'est en ce qui a trait à la santé des hommes. Généralement, à la santé des hommes, mais plus spécifiquement dans ce domaine, à la demande d'aide des hommes et à la façon dont on leur fournit des services. Et pourquoi s'intéresser à la demande d'aide des hommes et à la manière dont on leur fournit des services? Parce que c'est lorsqu'on est un homme, tu en es un, j'en suis un, on peut se reconnaître aussi dans certains de ses comportements ou certaines de ses attitudes. On peut avoir particulièrement de la difficulté à demander de l'aide. On peut être réticent à solliciter des services et aussi,
ce qu'on sait de plus en plus et de mieux en mieux parce qu'on le documente, il y a de plus en plus de recherches, bien, les services ne sont pas toujours adaptés à la spécificité des réalités masculines en regard, entre autres, de cet accès aux soins. Dans ce champ de recherche que sont les men studies, les études sur les hommes, l'interdisciplinarité, c'est vraiment quelque chose qui nous, comment dirais-je, qui nous conduit, qui conduit la plupart de nos travaux de recherche depuis longtemps. Alors pour moi, le fait d'être aujourd'hui dans le Centre intersectoriel en santé durable, membre régulier de ce pôle d'expertise et de recherche que je vois se développer comme étant une opportunité, effectivement, dans cette perspective de voir la santé des hommes comme étant leur santé globale, donc évidemment physique, évidemment psychologique, évidemment sociale, mais aussi spirituelle. Souvent on l'oublie, bien ça me semble, quand je vois un petit peu tout ce monde réuni lors de nos assemblées, eh bien je vois là effectivement une opportunité d'aller plus loin. Moi, j'ai 2 mandats particuliers à l'université comme directeur de la clinique universitaire de physiothérapie. Un mandat pour faciliter l'intégration des étudiants au niveau de la maîtrise, pour la participation aux stages pratiques, et comme chercheur régulier aussi au Centre de recherche intersectorielle en santé durable, chercheur plus spécifiquement dans une problématique qui touche les personnes âgées. Donc voilà, mes projets de recherche est axé sur la santé des personnes âgées et ses capacités fonctionnelles, avec un regard plus particulièrement sur la prévention des chutes. En arrivant ici en région, j'ai remarqué justement que les taux de chute étaient très élevés, avec une retombée très importante au niveau du système de santé, et que les services spécialisés au niveau de la région n'avaient pas des outils en physiothérapie, entre autres, pour mieux diagnostiquer la fragilité des personnes âgées et ses risques de chute. Donc moi, avec une équipe de recherche interdisciplinaire qui touche un peu la neuropsychologie, parce qu'on sait que la personne en vieillissant, il a des problèmes au niveau cognitif, d'autres collègues aussi en ingénierie, en informatique, pour développer des outils, des mesures pour mieux quantifier les risques de chute. Et par la suite, établir des programmes, des exercices dans le cadre de mieux réadapter ces personnes et prévenir les chutes. L'aspect intersectoriel, d'avoir quelqu'un en travail social, médical, informatique, en génétique, en biologie, de mieux comprendre la personne dans une globalité, c'est beaucoup plus important que les concepts mécanicistes, qu'on regarde juste la spécificité d'un problème et on essaye de régler. Aujourd'hui, c'est impossible parce que la plupart des maladies chroniques viennent avec des atteintes psychosomatiques. La dépression, l'anxiété, la restriction de participation. Donc, de plus en plus, nous devons comprendre cette personne de comment, pas juste les côtés physiques, mais comment quelqu'un au niveau social pourrait nous aider à la participation et mieux comprendre les rôles de la famille, de l'environnement, de l'entourage pour cette personne. Le centre de recherche, je pense, où je suis présentement dans ma carrière, je trouve très, très intéressant parce que ça nous permet de voir que chaque chercheur a eu le temps de maturer. Donc, on a eu la maturation au cours du temps et nous sommes aujourd'hui capables de voir que seul, c'est difficile à travailler. Donc, ça nous permet de créer plusieurs projets super intéressants, mais avec un rôle plus global, avec un impact plus direct pour la société. Je pense que de se mettre dans le contexte intersectoriel, ça amène aux problématiques des solutions qui sont plus originales et plus innovantes que si on les regardait juste au travers d'une loupe unique. Et ça, c'est un avantage vraiment important.